Merci de votre présence. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Donc, en attendant les derniers participants, participantes, je vous suggère, si vous en êtes d'accord, que certains ou certaines d'entre vous, par le chat, me disent si le son est bon et si le support visuel est bien lisible. Je vous remercie par avance. OK, merci pour les réponses. OK, très bien. Mais écoutez, on va pas vous faire attendre plus que nécessaire. Donc aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour de la réindustrialisation. Ça, c'est le thème principal et le point focal, c'est, l'acceptabilité, de cette réindustrialisation. Donc nous allons, examiner ensemble aujourd'hui les contraintes territoriales liées à cette réindustrialisation, le RSE des entreprises comme pouvant être un levier, de ce qu'on appelle l'acceptation locale, donc je vous expliquerai, plus en avant et puis, le slogan un peu de: «Est-ce qu'il ne faut pas ralentir, pour aller plus vite dans cette, réindustrialisation?» Donc pourquoi ce webinaire? Bon, on part d'une volonté, nationale, qui a été traduite notamment par le discours du président de la République le 11 mai 2023, qui a présenté, 8 mesures et parmi ces 8 mesures, il y a celle d'accélérer les implantations industrielles et aujourd'hui, donc je vais focaliser sur, cette facilité, cette capacité plus exactement d'accélérer les implantations, in industrielles. Cette déclaration a été relayée notamment, à travers la loi, relative à l'industrie verte, hein, qui a été, publiée donc le 23 octobre dernier, et qui avait été, présentée par, le premier mini enfin le ministre de l'économie en mai 2023 aussi, quelques jours après la déclaration du président de la République. Donc, cette industrie verte qui, s'appuie sur 2 piliers. D'une part, c'est décarboner les industries existantes, hein, pour, heu, relever le challenge du changement climatique, donc de réduire les émissions de CO2, hein, pour atteindre les objectifs de Paris et aussi donc de produire massivement des technologies vertes, ce qu'ils appellent les Big Five, donc les pompes à chaleur, l'éolien, le photovoltaïque, les batteries et l'hydrogène vert. Donc ça, c'est le contexte, hein, c'est qu'a priori donc il semblerait qu'il y ait un élan, au moins national, peut-être européen, sûrement européen ou international. On a bien vu que c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, en tous les cas, il y a un élan pour faire en sorte à travers l'industrie, donc de réduire, nos impacts, d'une part sur le changement climatique, enfin de réduire notre action sur le changement climatique et d'autre part de réduire les impacts donc de ce changement climatique. Mais il s'avère, ça c'est un retour de terrain et un retour, de d'information que servir l'industrie verte n'est pas forcément gage d'acceptabilité. Je vous l'illustre ici par quelques revues de presse. On va, bon, tout ce qui est production d'énergie renouvelable, ça c'est bien connu, hein, que ça soit l'éolien terrestre, la méthanisation, à droite, c'est l'éolien, offshore. On a aussi, donc un tract que j'ai récupéré sur un des projets que j'accompagne, c'est une marée noire, c'est pour du photovoltaïque au sol, donc avec l'agrivoltaïsme, on est enfin, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça, mais on est en plein débat actuellement. Il y a une loi dite d'accélération des énergies renouvelables qui a été produite, des décrets qui viennent de sortir. Il y a toujours présent une sorte de contestation ou de débat, en tous les cas de controverse autour de l'installation accélérée de panneaux photovoltaïques sur le sol en France. En dessous, je vous présente, et on y reviendra plus tard, des exemples donc d'opposition, sur de l'extraction de lithium, par exemple, en France et sur l'implantation de gigafactories dans les Hauts-de-France. Donc voilà le contexte, qui, a motivé, ce webinaire. C'est que d'une part, on a
une volonté forte au niveau, notamment en France nationale de réindustrialiser, de s'appuyer sur l'industrie verte pour réindustrialiser et on voit, bah, que ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas le tapis rouge et qu'il va y avoir, probablement des choses à à changer dans la façon de développer les projets pour que cette accélération puisse, se faire. Donc ça, c'est le contexte. L'autre contexte que je voulais voir avec vous, bah, c'est le vôtre, hein. C'est, les personnes qui êtes aujourd'hui, dans ce webinaire et je vous en remercie encore pour ceux et celles qui sont arrivés après mon discours liminaire. C'est donc je voudrais que vous s'il vous plaît, si vous pouviez, présenter, votre secteur d'activité, votre activité, votre projet, hein, par le chat, hein, avec quelques mots, hein, seulement, hein, pas à peine de faire des grands discours et surtout ne pas dévoiler d'informations, confidentielles. Si vous pouvez aussi nous dire quel est votre principal obstacle au développement de votre activité, de votre secteur ou de votre projet et à quelle échéance vous travaillez? Est-ce que c'est des échéances, rapides, quelques semaines, quelques mois, ou est-ce qu'on est plutôt dans du moyen, long terme, voire une année, voire plusieurs années? Voilà, donc ça, c'est vraiment, très important si vous pouviez, me donner ces informations, ça me permet, d'adapter la suite de ma présentation et parce que la présentation que je vais faire, elle est très, très générale, heu, bon, certes particulière, mais quand même générale. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de tel ou tel sujet en particulier, donc n'hésitez pas à bien expliquer, ces points-là où vous en êtes ou tout ce que vous souhaitez, évoquer, hein, parce que, puisque c'est un chat qui est collectif, vous pouvez aussi en profiter pour avoir des informations entre vous. Voilà donc merci Patricia, environnementaliste sur un projet de reboisement, voilà donc oui, vous avez raison, hein, la réindustrialisation, c'est aussi, de la compensation, hein, donc il va falloir, agir sur des projets de restauration, de milieux naturels. Mylène, responsable aménagement, travaille sur le sujet du développement économique et notamment les questions de réindustrialisation, temporalité immédiate, mais merci, vous répondez aux trois questions. OK, donc un ancien chef de projet éolien onshore qui connaît bien les difficultés, qui part sur du PV au sol, agrivoltaïsme, bon, c'est pas non plus forcément, si facile que ça. Agroalimentaire, nous travaillons sur le déploiement de CSRD. Biométhane, OK, OK, le biométhane aussi, oui, 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 tout à fait. Bah, là, vous posez bien le problème, hein, c'est bien une conjonction entre du local et du national, on va y revenir. Sénégal, OK, très bien, on a des auditeurs donc en Afrique. Gestion des déchets, production de méthane pour mobilité durable dans le moyen terme. OK. Bah, merci, oui, oui. Très bien, très bien. Donc on a une grande diversité, bah, ça c'est très bien, ça me permet de donner des informations qui vont pouvoir, s'adapter à tous les types de projets, hein, parce qu'il y a quand même des constantes dans cette dynamique. Hem ah oui, Bertrand, OK, oui, oui, on se connaît, biomimétisme, ça c'est très important probablement. Donc, ça aussi, comme je disais précédemment, hein, n'hésitez pas à utiliser ce webinaire pour vous mettre en contact les uns et les autres, hein, parce que je pense que c'est aussi en travaillant collectivement qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc oui, je vous le disais, je vais, balayer d'une façon, assez large la problématique, et puis si, donc vers la fin, vous pourrez me poser des questions ou même en cours, n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaie d'y répondre, vous avez aussi, sur votre écran, une possibilité de prendre des rendez-vous puisque avec l'inscription sur le webinaire, bah, ça vous donne la possibilité, qu'on échange, en binaire, ce coup-là, donc soit par téléphone, soit par visio pendant 30 minutes et là, on peut rentrer dans le vif de votre projet, hein, de rentrer dans les informations, qui sont peut-être plutôt confidentielles et puis, par expérience, je m'aperçois qu'en 30 minutes d'échange, on arrive vraiment à débloquer certaines situations et vous donner aussi des éléments pour, agir, très, très rapidement tout de suite sur votre projet et probablement peut-être éviter certaines actions qui peuvent être lourdes de conséquences en termes
d'acceptabilité. Bon, ben, merci pour ces présentations. Les autres personnes qui ne se sont pas encore présentées ou leur action, ben, n'hésitez pas, vous pouvez le faire au fur et à mesure, hein. Il y a pas d'obligation de le faire, immédiatement. Vous pourrez le faire peut-être à travers les questions que vous allez me poser. Donc, je vais, continuer cette présentation. Donc je vais utiliser, étudiant master. OK, ben, bienvenue, Mehdi. Je vais donc, prendre l'exemple de 3 grands secteurs d'activité, les gigafactories, avec plutôt un constat là pour l'instant, de l'extraction des matières premières, hein, puisqu'on voit bien que dans ce qui est gigafactory, batterie, on voit bien qu'il y a des questions de matières premières. Donc là, des constats et des solutions qui ont été apportées par des industries. Et les productions d'énergie renouvelable, bah, des constats et enfin solutions même au pluriel, hein, pas forcément au singulier. Commissaire enquêteur, OK, merci. Déjà, vous répondez à une de mes questions. Souvent, on me pose la question de savoir si on dit un commissaire enquêtrice ou commissaire, enquêteur. Donc vous dites, enquêteur, voilà. Donc, déjà, merci pour cette information. Les commissaires enquêteurs ont un rôle très, très important à jouer dans ces projets. Ça, c'est sans contestation aucune. Voilà, donc c'est trois exemples. Je vais commencer par les gigafactories. Donc, là, c'est un constat. Donc, production de batteries de grande capacité. Donc, on sait que les batteries ont un rôle crucial dans la transition vers les véhicules électriques, notamment, et le stockage d'énergie renouvelable. Donc, en Hauts-de-France, je crois qu'il y a 8 projets qui sont prévus, et un de ces projets a été contesté ou est toujours en contestation. Donc, notamment par le monde agricole, hein, c'est autour de Jeanlin. Donc, les agriculteurs mettent en avant principalement la préservation du foncier. Mais je sais aussi par bibliographie qu'il y a des questionnements autour des risques de pollution et des questionnements autour des consommations d'eau pour ce genre de fabrication. Donc là, on est bien dans le cas où il y a de l'emploi qui est créé. Donc ça, j'aurais pu rajouter, hein, ça, on le voit de plus en plus, que la promesse d'emploi ne suffit pas à faire en sorte qu'un projet soit le bienvenu sur un territoire. On voit bien qu'il y a les fameuses externalités, hein, que sont les impacts environnementaux et les impacts sociétaux, hein, qui ne sont pas uniquement de l'impact sur la nature, mais qui peuvent être des impacts sur le cadre de vie, des impacts sur l'outil de travail. Par exemple, les agriculteurs, ils s'inquiètent sur le foncier. Donc, on voit bien qu'on va au-delà du simple respect de la réglementation, qu'on va bien au-delà de quelque chose qui n'est pas forcément toujours matériel, directement pour le projet, mais qui l'est pour les personnes qui vivent sur le territoire. Donc ça, c'est un premier constat. Pour l'instant, on n'a pas encore de retour d'expérience en France de savoir comment les choses vont se passer. OK. J'en profite pour voir les autres personnes qui se présentent. Donc l'autre grand secteur d'activité qui est concerné par l'industrie verte, hein, c'est l'extraction des minéraux, donc des matériaux, matières premières, et donc dit extraction, dit mine, et on sait, enfin, qu'à l'échelle internationale, il y a des problématiques de contestation locale très, très fortes, hein, que ce soit aux États-Unis, au Pérou, en Roumanie. En France, bon, on a quasiment plus de mines, mais il y a des questions de réouvrir les mines pour se lancer sur l'extraction de lithium. Donc on voit que là aussi en France, on va avoir une problématique, même si elle n'est pas encore massive, hein. Pour l'instant, à travers la presse, on retient quelques déclarations de maires ou ces photos que je vous montre là, mais on n'est pas sur des regroupements massifs de population, mais ça peut venir. Donc, pour l'extraction de matières premières, il y a des solutions, hein, qui ont été mises en place par une société, hein, qui est une société suédoise. Donc,
Boliden, pas Bolden, Boliden, donc qui est un exploitant, une mine à ciel, ouvert, de cuivre, et de zinc. De cuivre en tous les cas pour celle-ci qui est en photo, au nord de la Suède, donc c'est en Europe, hein, c'est pas dans les pays, qu'on a plutôt, tendance à penser, dans les grands pays, africains ou autres, loin des populations. Donc là, on est vraiment dans l'Europe. C'est le troisième producteur européen de zinc et de cuivre. Donc vous voyez bien comme il se présente sur la mine, de cuivre à ciel ouvert la plus efficace. Il ne parle pas de production, de rentabilité, il parle d'efficacité. Et j'ai pris cet exemple parce que c'est une entreprise qui a inscrit dans sa RSE, des démarches, qui vont, beaucoup plus loin, que ce qui se fait habituellement en RSE. Donc en RSE, on est plutôt focalisé sur la RH, interne. On est aussi, focalisé sur, le fonctionnement, je vais dire, environnemental de l'entreprise, en tant que telle, hein, donc de réduire les consommations de l'entreprise, par exemple, les déchets. Mais là, ils sont allés plus loin. Ils sont allés sur, une prise en compte des impacts, de l'activité. Alors c'est vrai que pour ces entreprises, bah, l'impact sur l'activité, sur les impacts d'activité, bah, c'est vrai que les mines sont quand même des entreprises qui obligatoirement, on pense à l'impact sur l'environnement, hein, parce que déjà on fait des trous, on prend du foncier, mais en tous les cas, ils sont allés beaucoup plus loin que ça et j'ai cité juste un exemple, hein, de leurs actions. Je ne vous ai pas présenté tout leur bulletin, rapport annuel RSE. Ils se sont engagés donc à avoir une activité, minière, uniquement pendant les périodes où les rennes sont absentes. Donc ça, c'est des négociations qu'ils ont eues avec les communautés locales, donc des gens qui vivent de l'élevage du renne. Donc on voit bien, à travers cet exemple, j'essaye de vous illustrer, le fait que, la bienvenue, d'une activité industrielle sur un territoire n'est pas uniquement une question de retombées, financières ou de respect de la réglementation. Parce que là, bien évidemment, il n'y a aucune réglementation pour l'instant, peut-être que ça viendra un jour, qui fait qu'il y a obligation de prendre en compte, l'élevage des rennes, par exemple, et de limiter l'impact sur l'élevage des rennes pour pouvoir, s'implanter. Donc on va bien au-delà de la législation, de la réglementation et des retombées, financières. Je rentre dans le domaine des énergies, renouvelables, hein, que je connais un peu mieux parce que là, pour le coup, on le pratique, quotidiennement. Donc je voulais vous présenter ce que j'appelle le paradoxe des ENR avec ce sondage là qui commence à dater un peu, mais qui est de 2021, dans lequel c'était, un sondage d'opinion sur l'image des différentes sources d'énergie, en France. Donc à gauche, vous avez tous les types, d'énergie, donc en haut, c'est l'hydroélectricité, jusqu'en bas, le charbon et à droite, vous avez le la bonne image, ou l'image en tous les cas, perçue. Donc à gauche et en bleu, c'est la bonne image et à droite, c'est le rouge, mauvaise image. Donc on voit bien que tout ce qui est énergie, renouvelable, hydroélectricité, géothermie, gaz renouvelable, photovoltaïque, a plutôt une bonne image, hein, et que le charbon, par exemple, a une très mauvaise image. Donc en tous les cas, les énergies renouvelables, au niveau national, sur des enquêtes d'opinion, sur des questions un peu, j'appelle ça hors sol, hein, c'est-à-dire qu'on vous parle on parle d'une intention, on parle d'une motivation, mais pas forcément d'une réalité, quotidienne. Bon là, on est plutôt les Français, en phase avec, ce besoin d'accélérer les énergies renouvelables et le fait que ces énergies ont plutôt une image favorable. Ça, c'est le côté pile. Le côté face, bah, c'est le fait que quand on descend, à l'échelle, territoriale, on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples que ça. Ça, c'est une image que je vous présente qui est issue du baromètre de l'énergie, qui est produit par l'école de management de Grenoble, qui a mobilisé une centaine de spécialistes qui leur posent des questions. Et là, c'était la question, c'est de pensez-vous que la France atteindra son objectif, de 33 d'énergie renouvelable de la consommation brute finale? Donc probablement pas, bah, c'est, plus de 45, hein, donc plus de 65 des experts pensent que le manque d'adhésion sociale au niveau local constitue un frein majeur, au moins pour le déploiement de l'éolien terrestre. Voilà. Et puis on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est en train de gagner les autres énergies, renouvelables, que ça soit la méthanisation, que ça soit les parcs photovoltaïques au sol et notamment l'agrivoltaïsme.
Alors maintenant que je vous ai présenté, ces cas d'études, hein, ces cas concrets, c'est plus que des cas d'études, c'est des cas très concrets. On je vais peut-être vous expliquer très, très rapidement ce qu'on entend par l'acceptabilité, hein, parce qu'on en parle de plus en plus souvent, donc c'est devenu un terme, assez utilisé, y compris par la sphère, politique. Mais qui, présente encore quelques controverses en France. Donc c'est pour ça, très, très rapidement, hein, sans vous embêter avec ça, je vais vous donner quelques références. Donc la première, c'est celle du Québec, puisque le Québec a inscrit, pour le ministère de l'Environnement, en tous les cas, comme obligation pour les grands projets d'obtenir l'acceptabilité sociale, pour, que les grands projets aient les autorisations. Ce qui en France n'est pas encore, acté, hein. Pour l'instant, il y a pas de texte qui dit, formellement, qu'il faut qu'il y ait, une acceptation locale. On parle de concertation, on parle plutôt de moyens et pas d'objectifs à atteindre, plutôt de moyens, faire de la concertation, oui, mais dans certains cas uniquement, pas dans tous les cas. Donc, pour le Québec, ils expliquent ce qu'est l'acceptabilité sociale, hein. C'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan, d'une politique. On voit bien que là, on ne s'adresse pas uniquement aux projets locaux, mais à toute action. Ce qui est très intéressant, là, c'est un extrait, hein, je vous invite à aller voir sur le site du ministère de l'Environnement, le texte est un peu plus long, là, j'ai fait un extrait. Ce jugement peut être positif ou négatif et n'est jamais figé dans le temps. C'est pour ça que je voulais, prendre cet exemple. Ça, c'est très important, c'est-à-dire c'est une dynamique. C'est une dynamique, c'est un jugement positif ou négatif. Donc, on peut avoir un jugement négatif au début, d'un projet et travailler pour faire en sorte que ce jugement devienne, positif, hein, ça concerne toutes les échelles, locales, régionales ou nationales. Donc c'est aussi là-dessus, que je voulais orienter mon webinaire, c'est vous donner des éléments de référence, des éléments de solution si vous êtes confronté à des projets qui rencontrent des difficultés. Donc, là, on a vraiment l'essence même de ce sur quoi on peut agir. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur, un jugement, une opinion. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a identifié ce sur quoi il faut agir, c'est comment on va le faire, hein. Donc c'est, ce que je vous invite à évoquer avec vous dans les diapositives, suivantes. Alors en France, juste un peu de sémantique. En France, on a plutôt tendance à réserver le terme d'acceptabilité sociale, sur le fait qu'on est encore en capacité de discuter de la solution elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que faire de l'énergie renouvelable avec, du biogaz, c'est une bonne solution ou pas une mauvaise solution? Ça, c'est de l'acceptabilité. Le fait qu'il y ait un méthaniseur qui vienne à côté de chez vous, ça, c'est plutôt de l'acceptation locale ou de l'appropriation locale. Ça, c'est de la terminologie, que l'on a en France, qui s'utilise entre techniciens, entre experts, entre organismes, entre instituts. Bon, après, il faut savoir que ça existe, mais l'essentiel, ensuite, c'est que le projet, puisse se faire. Mais en revanche, cette, dichotomie a des conséquences, sur comment faire, hein, puisque là, maintenant, je m'adresse sur le comment. C'est qu'on est, sur 2 grandes problématiques par rapport à des projets. La première fait référence au NIMBY, hein, Not Human Backyard, c'est-à-dire, les nuisances de voisinage, donc les gens qui ne veulent pas d'usine à côté de chez eux, enfin les gens, enfin, nous, hein, je pense que personne souhaite avoir une usine qui arrive à côté de chez soi. Et ça, c'est plutôt donc, de ce qui est de l'acceptation locale, mais il y a aussi, de plus en plus, d'organisations, nationales, régionales, nationales, qui vont venir s'opposer, donc on est vraiment sur de l'acceptabilité, qui vont venir s'opposer soit à la technologie proposée, soit au modèle économique, soit au portage du projet, et que ça soit au niveau local, niveau régional, national, voire européen. Donc là, on est sur, et je rajoute, c'est d'opposition doctrinaire et ça, c'est quel que soit le bien-fondé des arguments. C'est-à-dire que là, on est sur les associations, les fédérations nationales qui s'opposent à l'éolien, onshore, les associations nationales qui s'opposent à la méthanisation. Donc on est bien là sur une remise en question de l'essence même de la solution, qui est proposée, hein. Que ça soit au niveau technologique, au niveau économique, au niveau du portage. Par exemple, pour la méthanisation, ce qui est remis en question, c'est pas tant la technologie, c'est plutôt le fait que des grosses méthanisations ne sont
qu'un prolongement d'une activité une agriculture industrielle dont, certains disent que c'est plus la solution. Voilà, donc on est bien sur une remise en question de la filière, elle-même. En revanche, sur le terrain, la difficulté est que ces 2 motivations de contestation vont venir, se mélanger, et qu'au bout d'un moment, on a quelque chose qui va grossir, et qu'il est difficile d'identifier, quelles sont les motivations, des uns et des autres. Donc on a des amplifications de contestation, qui vont aller jusqu'à de l'opposition, voire du blocage et donc dès qu'il y a contestation locale, on a souvent l'arrivée des contestataires au niveau, plutôt filière, doctrinaire, qui vont venir soutenir les opposants locaux et qui ont des moyens, qui sont, orientés sur, vraiment là pour le coup, sur une opposition structurée. Donc on est, sur des acteurs qui vont venir, «faire peur» entre guillemets, aux acteurs locaux, que ce soit les habitants, les élus, hem, au milieu économique, institutions, services de l'État, donc c'est vraiment des phénomènes de pression. Alors j'ai 2 questions là sur lesquelles je peux m'arrêter. Donc allez-vous jusqu'à parler de l'instrumentalisation pour certaines organisations? Bah, quand on est motivé, hein, au bout d'un moment, ce certains acteurs, peuvent se dire: «C'est la fin justifie les moyens». Voilà, donc il y a certaines personnes qui sont vraiment motivées pour qu'un projet échoue, donc aller, utiliser, des informations, plus ou moins vraies. Donc il peut y avoir instrumentalisation, oui, par certaines organisations, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas que toutes les organisations le font, mais ça peut arriver, quoi. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on a de l'information qui circule, et le citoyen, qui voit arriver un projet avec toute l'information, qui va avec, que ça soit pour ou contre, au bout d'un moment ne sait plus vraiment quelle est la bonne information. Bon, ça, c'est une constante que l'on a actuellement, enfin, avec les réseaux sociaux pour tout sujet, hein. On est submergé d'informations. C'est pas si évident que ça de savoir quelle est la vraie information. Donc, bien évidemment, volontairement ou involontairement, il y a de l'instrumentalisation, qui peut être faite. Je ne vois pas de différence entre acceptation et acceptabilité. Donc l'acceptabilité, c'est plutôt un grand mouvement d'une société, qui va dire: «Bah, oui, en fin de compte, on accepte telle technologie». L'acceptation, c'est plutôt quelque chose de local. Ça veut dire qu'on peut ne pas forcément, accepter, le déploiement, de l'éolien, terrestre sur toute la France, parce qu'on dit: «C'est peut-être pas forcément la bonne solution», mais il se trouve que localement, on a réussi à trouver, une entente, donc on peut avoir une acceptation locale, mais pas forcément une acceptabilité nationale. Mais ne vous en faites pas trop avec cette terminologie-là, c'est vraiment, parce qu'en France ça existe, il faut savoir que ça existe, que de temps en temps c'est utilisé par des opposants aussi ou par des institutions. Ça a pas une importance fondamentale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'opposition locale qui est liée plutôt à des craintes, de nuisances locales, que ça soit de la nuisance sur l'impact du cadre de vie, hein, par exemple le paysage pour les éoliennes, ou un risque d'impact sur des problèmes de pollution, de risque d'explosion, par exemple, ce qui est mis en avant, sur la méthanisation, ou d'augmentation du trafic ou de pollution de l'eau. Enfin voilà, donc là, c'est plutôt des risques locaux, on va dire, voilà, donc l'acceptation locale. Et l'acceptabilité, c'est plutôt des gens qui disent: «Non, non, la méthanisation, il faut surtout pas faire ça en France. Enfin, la grande méthanisation, faut pas faire ça en France, c'est pas une bonne solution. L'éolien offshore, ce n'est pas une bonne solution». Voilà, donc les différences sont là, mais je veux pas forcément aller plus loin. Il y a également de la manipulation de la part des porteurs de projets, pas toujours transparent. Donc, il faut, savoir que quand on est, dans, des projets, qui vont, créer obligatoirement de l'émotion et qui ont des répercussions, ben, on a, bien évidemment, 5 d'un côté, 5 de l'autre, qui sont plutôt dans des positions doctrinaires, et ces personnes-là, donc moi je ne porte pas de jugement, ces personnes-là sont vraiment plutôt dans la fin justifie les moyens, voilà. Et je suis d'accord avec vous, ça peut être aussi bien du côté des porteurs de projets que du côté des opposants, et que bien évidemment la transparence, n'est pas toujours là, et que le moyen le plus
de faire, aboutir un projet, c'est de travailler cette transparence, d'où, la relation très forte avec la RSE. Enfin voilà, donc il y a vraiment un gros travail à faire dans ce sens-là, mais on peut le faire sans risque. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. On peut faire de la transparence sans prendre trop de risques pour une entreprise, pour un industriel. Alors pour ça, on a développé un modèle, qu'on a développé donc avec des sociologues du CNRS et de l'université de Toulouse, avec l'aide de, avec l'aide de l'ADEME. Donc je marque un temps d'arrêt. Oui, il y a Guillaume qui fait un complément de ce que je dis sur l'acceptabilité. C'est exactement ça. L'acceptabilité, c'est un processus, c'est exactement ça. Merci de ce complément. Et l'acceptation, c'est un c'est un résultat. Merci, c'est vraiment, la très bonne définition. Merci Guillaume. Donc on a développé un modèle parce qu'on se dit: «C'est quoi l'acceptabilité?» Donc comme c'est un processus, bah, c'est un processus qui est lié, à la rencontre entre un projet et un territoire. Donc ce territoire, il a 2 dimensions. Il y a une structure et un fonctionnement des parties prenantes, hein. Donc ça, c'est ce que l'on observe, donc ça, c'est l'analyse, structurelle du territoire. Et puis, on a une analyse conjoncturelle qui est plutôt, elle, porte sur les perceptions. Donc, chacun va se faire une idée, du projet qui arrive. Cette idée, elle est bien évidemment liée à la culture de chacun, à la culture individuelle de chacun, à la culture locale, aussi, à l'éducation, enfin, à toute une série de référentiels, mais qui sont propres à chacun et qui peuvent être plus ou moins, collectifs. Donc là, on a la structure du territoire, donc ça, c'est un fait, c'est l'historique, il faut le connaître, d'où la fameuse cartographie des parties prenantes que souvent on nous demande de faire. Mais ça, c'est structurel, c'est-à-dire que, quand arrive un projet sur le territoire, cette structure, va pas changer du jour au lendemain puisque c'est structurel. En revanche, la façon dont, les acteurs vont interagir, et les perceptions, elles, vont bouger en fonction du projet. Donc on est bien sur quelque chose de très très conjoncturel. Et un projet, il faut savoir, donc ça, c'est ce qu'on a vu avec les sociologues, un projet, il est vu en 3 dimensions en termes de perception. Il est vu sur son contenu et j'utilise l'image de l'iceberg parce que je trouve que c'est illustratif. Nous ne sommes pas dans les sens exacts, donc ce qui veut dire que quand je vous dis, je prends l'iceberg, je dis qu'il y a trois dimensions dans la perception, donc un tiers, c'est pas tout à fait ça, hein, c'est peut-être 33%, 43%, mais peu importe, ce sont des ordres de grandeur. Toujours est-il, ce qui vraiment est fondamental, c'est que le contenu d'un projet représente pas la totalité de ce qui est important dans les perceptions, la façon dont le projet va être perçu. Alors qu'est-ce qu'on appelle le contenu? Le contenu, c'est tout, la dimension technique du projet. Ah, c'est quoi la dimension technique? C'est le nombre de mâts d'éoliennes, c'est la surface occupée par une gigafactory, c'est, les impacts, sur l'environnement, c'est les retombées financières, c'est, le respect de la réglementation, enfin tout ce qui est, obligatoire pour un projet, je vais dire, hein, tout ce qui est technique, économique, financier, réglementaire, tout ça, c'est le contenu. Voilà. Et bien évidemment, quand il y a de la contestation, elle vient sur le contenu, mais souvent, cette contestation, elle est motivée par les deux grandes dimensions qui sont sous la partie immergée de l'iceberg, qui sont donc le relationnel entre le projet et son territoire. Et ce que je mets gouvernance entre guillemets, parce que c'est pas la gouvernance des entreprises, mais plutôt la gouvernance locale, hein, comment on construit le projet localement, qui est un peu différent du relationnel. Et ces deux dimensions représentent, allez, 60% de la façon dont le projet est perçu en termes d'acceptabilité et qui peut conduire ou pas vers l'acceptation. Et l'autre point qui est très, très important qu'on a montré aussi, alors là, pareil, on n'est pas dans les sens exacts, donc on dit que le projet a 50% de responsabilité en termes d'acceptabilité, de territoire 50%, on est peut-être à 60-40 ou 70-30 ou 30-70, peu importe. L'idée, c'est que tout n'est pas de la responsabilité des personnes qui comprennent rien sur le territoire, ou tout n'est pas de la responsabilité du porteur du projet qui ne pense qu'à une chose, c'est gagner de l'argent, quoi. Voilà. Donc on n'est pas
dans ces extrêmes-là. Ces extrêmes-là arrivent, hein, ça, faut pas être naïf. De temps en temps, on est dans ce genre de situation, mais c'est très, très, très rare. La plupart du temps, on est dans quelque chose là qui se joue sur 50-50. L'idée, c'est de savoir comment on va pouvoir travailler. Bien évidemment, donc c'est pour ça que je faisais un lien avec la RSE. Donc déjà, j'invite les entreprises dans leur RSE, essayer de travailler cette dimension relationnelle, gouvernance extra-entreprise, hein, je ne parle pas de l'entreprise, hein, pour savoir comment ça peut se jouer sur le territoire. Et surtout, il faut vraiment sortir de la pédagogie, hein, la pédagogie descendante qui consiste à dire on va bien expliquer le projet et on va bien faire comprendre aux gens que le projet n'a pas de conséquences sur le territoire ou que les conséquences sont bien maîtrisées. Enfin, voilà, donc ça ne fonctionne quasiment plus. Voilà, quasiment plus, hein. Je ne dis pas plus absolument, quasiment plus. Donc il faut travailler différemment. Il faut travailler différemment. Il faut avoir une approche de pédagogie inverse que je peux, voilà, que je représente très, très, très rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail des choses, hein, mais il faut déjà avoir des éléments. Il faut arrêter donc de croire que cette dimension est quelque chose de complètement immatériel et qu'on n'arrive pas à maîtriser. On est vraiment dans une démarche d'ingénierie. Donc l'idée, c'est vraiment de donner aux entreprises, aux chefs de projet, aux chefs d'entreprise, aux responsables de RSE, des outils qui leur permettent de faire d'analyse de risque, parce que ça, ils sont habitués. Donc de voir quel est le risque porté par le projet en termes d'acceptabilité, quel est le risque porté par le territoire en termes de non-acceptabilité ou de non-acceptation. Donc voilà, ça c'est à gauche. Donc on a développé différents outils qui permettent de qualifier ces risques. Et une fois qu'on a qualifié ces risques, bah, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer le projet, de faire de l'optimisation du projet. Donc, tous les développeurs de projets savent faire de l'optimisation technique, financière d'un projet et réglementaire, bien évidemment. Bah, nous, on leur permet d'ajouter la quatrième dimension, qui est la dimension sociétale, hein, donc de faire d'optimisation en intégrant ces données. Et puis, par ce fait, de pouvoir avoir ce que j'appelle des relations externes sécurisées, hein, et de tendre vers l'acceptation du, du projet. Alors, ça ne veut pas dire que si on travaille bien, on est sûr de gagner, mais enfin, en tous les cas, tous les projets que l'on accompagne, quand on tombe sur des porteurs de projets, et je rejoins complètement la personne qui a parlé de transparence, qui acceptent de voir vraiment les problématiques de leur projet, parce que dans notre approche, on fait vraiment une analyse de l'acceptabilité portée par le projet lui-même, c'est-à-dire on sait déjà identifier dans le projet les éléments qui vont ne pas fonctionner. Et je ne parle pas uniquement des éléments techniques, hein, je parle aussi dans les trois dimensions, hein, contenu, euh, relationnel et gouvernance locale. On sait identifier quels sont les éléments sur lesquels on peut agir. Et pour agir sur ces éléments, ben, il faut en interne avoir une vraie stratégie d'acceptabilité et qui porte aussi sur la transparence de l'information locale. Juste au passage, donc, on a un processus qui existe. Vous voyez que la petite image à droite, c'est plutôt réunion publique. Donc, je vous le dis au passage, nous, on conseille à tout le monde de ne plus faire de réunion publique au démarrage d'un processus, hein, c'est trop risqué. Parce que là, on ne donne la parole qu'aux fameux 5% de chaque côté dont je vous parlais tout à l'heure, à 5% de porteurs de projets un peu focalisés, et 5% des irréductibles opposants. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant de prendre une décision à partir de l'expression de 10% des personnes. L'idée, c'est vraiment de savoir ce que pensent ou ce qu'attendent les 90 autres pourcents ou 80% des parties prenantes. Donc l'idée, c'est d'éviter ces joutes oratoires quand elles ne sont pas préparées. Les réunions publiques, ça ne sert à rien si ce n'est que de créer la peur, de la frustration et des colères et souvent même des inimitiés difficiles à résoudre. Donc l'idée, le message que je voulais vous faire passer, c'est vraiment donc de travailler dans un ordre précis pour les entreprises, hein.
C'est ou les porteurs de projets, c'est déjà prendre le temps. C'est pour ça au début, je disais, il faut savoir ralentir pour accélérer. Donc, il faut prendre le temps d'analyser ses risques. Il ne faut pas faire comme si, bon, on va s'adapter en temps réel, on va voir, suffit qu'on connaisse bien, monsieur le maire ou le député, tout va bien se passer. Bon, ça, c'est une époque révolue. Donc non, c'est un peu plus complexe que ça. Donc il faut accepter d'avoir un temps d'analyse des risques de contestation. Il faut avoir un temps d'analyse du projet en tant que tel, en termes de quels sont les éléments du projet, qui peuvent, être identifiés comme des points forts, des points de vigilance en termes d'acceptabilité, hein, pas sur les autres dimensions, bien sûr. Et à partir de là, d'accepter, de prendre le temps de faire une stratégie qu'on appelle d'acceptabilité pour identifier les ajustements. C'est-à-dire, un projet, on sait qu'il ne va pas être acceptable, heu, de son fait lui-même, bah, il faut commencer déjà à identifier des ajustements et là, on est bien sur de la stratégie parce que ça va parler, à toutes les acteurs de l'entreprise, hein, le chef de projet, le responsable d'agence, le responsable des achats éventuellement, le directeur général, le dia le l'aspect financier, le RSE bien évidemment. Donc on est vraiment sur de la stratégie. Donc il ne faut pas hésiter à marquer un temps de pause et de réflexion et de travail, qui n'est pas forcément long, mais qui permet vraiment de gagner beaucoup de temps parce qu'après on sait comment on va, présenter son projet au territoire en fonction de cette évaluation de risque. Donc si on est sur des risques faibles, bah, là pour le coup, de l'information, alors là c'est de la pédagogie descendante, de la simple information peut encore fonctionner, hein. C'est pas de moins en moins vrai, mais ça peut encore fonctionner. Souvent on est plutôt dans de la mise en débat de plusieurs, solutions, donc par de la consultation, de la concertation. Alors sur certains projets, il y a de la concertation préalable qui est obligatoire. La concertation préalable, ne suffit pas, hein, la plupart du temps, hein. Ça j'en avais discuté avec l'ancienne présidente de la CNDP, Commission nationale de débat public, elle con de toute façon, le débat public, CNDP ou la concertation préalable, ce n'est qu'une analyse d'opportunité. C'est-à-dire, c'est plutôt est-ce que, en l'état, est-ce que le projet, va être accepté ou pas? Mais il ne travaille pas sur la dynamique, donc il y a toujours un besoin d'accompagnement beaucoup plus large, d'accompagner le projet pour que ce projet trouve, enfin, se mettre en adéquation avec le territoire, puisque c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas le territoire qui va se mettre en adéquation avec le projet, mais bien l'inverse. Donc, la concertation préalable, le débat public ne suffisent pas. Hem, il faut aller, il faut aller, il faut aller vers le territoire. Donc, et puis, donc on a aussi alors après la dernière solution, quand le risque est très fort ou le porteur de projet est vraiment dans une très grande latitude parce qu'il veut s'en donner les moyens, c'est, de la co-construction. Donc là, oui, on est sur quelque chose où les chances d'atteindre l'acceptation, hein, comme l'a été dit tout à l'heure, sont très fortes parce qu'on va vraiment faire cet effort de mise en adéquation avec le territoire. Bon voilà, donc je visualise un peu l'idée en fait, c'est un changement de paradigme, hein. C'est plutôt que de faire une approche classique, c'est-à-dire on construit le projet et après on va le présenter. Donc comme le dit Ernst, c'est pas présenter le projet aux acteurs, le présenter au territoire, mais c'est le présenter aux acteurs et aux habitants d'un territoire. Oui, c'est bien ça, c'est d'arriver à présenter à tout le monde en même temps. C'est pas d'aller, voir les uns les autres, dans une sorte de labyrinthe et le discours peut changer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est vraiment délétère pour un projet, c'est catastrophique. Donc il vaut mieux créer quelque chose, qui fasse que le projet soit perçu comme quelque chose de positif pour le territoire et qu'il y ait une convergence qui se fasse vers le projet. Donc c'est ça l'enjeu, hein, c'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est quand même beaucoup en même temps. Mais c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, complètement différemment à un projet. Et quand le porteur de projet accepte de réfléchir différemment, de faire différemment, je peux vous garantir que les choses vont beaucoup mieux sur la rencontre entre projet, les acteurs et les habitants. Bon voilà, donc moi j'ai fini, on peut encore se prendre 5 minutes pour si vous avez des questions. Le webinar a été enregistré, normalement je pourrais vous envoyer le lien quand il sera mis, en ligne. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors comment gérez-vous les conditions CNIL et GRGPD avec les acteurs locaux? Oui, j'ai vu, Stéphane, que vous avez des solutions, vous, très poussées, hein, sur ce domaine. Bah, nous, c'est du consentement, hein, c'est du consentement. Donc, on demande aux gens de, quand ils veulent, être identifiés, bah, qu'ils acceptent nos conditions de RGPD, quoi, voilà. Et puis aussi, alors peut-être que, ce que je peux dire, c'est que nous, on pratique beaucoup l'anonymat. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est pas tant de qui a dit quoi qui est important, c'est plutôt de ce qui est dit, ce qui est dit. Donc là, c'est vraiment, quelque chose qu'on a observé. Donc, nous, voilà, on est plutôt sur, une possibilité, à la fois de gens qui veulent être identifiés et qui rentrent après dans un dispositif où on les recontacte, des choses comme ça, ou de personnes qui ne veulent pas être identifiées, mais leurs expressions sont recueillies anonymement et ça a, vraiment autant de valeur, à mon avis, hein, en tous les cas, nos résultats le montrent. Ça a autant de valeur que quelque chose qui est vraiment, tracé, même par l'identification de qui a dit quoi. Donc voilà, donc si, oui, voilà, donc Bertrand nous met un lien là sur le n'hésitez pas à parce que je connais Bertrand Montfort, ce qu'il propose, c'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à cliquer sur son lien là, LinkedIn, là, c'est des informations, vraiment, de qualité. Donc comment envisagez-vous intégrer les aspects de la responsabilité sociale et environnementale dans vos projets en efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne les retombées positives pour les communautés locales et l'environnement? Bah, ça c'est un vrai sujet, hein, ça c'est un vrai sujet. Donc, moi je suis demandeur de responsables de RSE, de travailler avec eux pour, justement, travailler sur ces dimensions. Parce qu'on voit bien que là, il y a un vrai levier, hein. Enfin, moi je suis persuadé qu'il y a un vrai levier, d'accélération, mais en tous les cas, je les choses doivent se faire à plusieurs, hein. Il faut qu'il y ait des regards internes de l'entreprise, il faut qu'il y ait des regards externes de l'entreprise pour, trouver les bonnes solutions. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de solution toute faite. J'ai des idées bien évidemment, mais pas de solution toute faite et ça ne peut pas se faire sans, des interactions très fortes avec les responsables RSE des différentes entreprises. Oui, oui, vous pouvez prendre rendez-vous à travers Calendly, pardon, voilà, vous prenez le rendez-vous. Si jamais il y a un télescopage, bah, on se reparle parce qu'on a nos adresses mail qui apparaissent et on trouve un créneau, bien sûr, oui. N'hésitez pas, ça c'est vraiment avec plaisir que j'échangerai avec les personnes qui le souhaitent. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en simple interrogation, vous pouvez continuer à échanger avec moi par mail, hein. Je vous donne mon adresse mail, hein, et puis les autres, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, vers Calendly et ça permet vraiment de travailler. Et puis, dans le rendez-vous qu'on aura, moi, je suis tenu à la confidentialité, donc on peut parler de vos projets en profondeur, hein, et puis, identifier peut-être en 30 minutes des premières actions à faire si vous êtes en difficulté ou si nous, on peut agir, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire, A, le projet est encore dans vos dossiers et puis Z, le projet sur le terrain, il rencontre des difficultés. On est en capacité d'intervenir à tous les niveaux parce que vraiment tout ce qu'on a identifié, en travaillant en R&D avec les sociologues, ça nous a vraiment permis de trouver les mécanismes de l'acceptabilité, hein. J'ai bien aimé c'est Guillaume, je crois, qui a précisé ça, c'est l'acceptabilité, c'est une dynamique, c'est un mécanisme et c'est en travaillant sur ces mécanismes
et cette dynamique, on va vers l'acceptation. C'est exactement ça, quoi, et les modèles qu'on a développés sont vraiment là pour ça, c'est décortiquer ce process pour faciliter, la vie des projets, bien évidemment dans le respect des attentes des habitants et des acteurs du territoire. Bon, beh, écoutez, je pense que je vous remercie, toutes et tous. J'espère que ces éléments vous ont apporté, quelques informations utilisables et utiles pour vous. Voilà, je répète, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou me demander un rendez-vous avec la Calendly. Là, vous avez le bouton et puis, je vous souhaite, donc, une bonne fin de journée, un bon week-end et puis une bonne année, hein, pour ceux qui étaient pas là au début. Au revoir.